Bonjour à tous et bienvenue sur Droit Friendly. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de revenir sur une situation d'actualité particulièrement alarmante, celle de la sélection en master au sein des facultés de droit. En effet, depuis quelques semaines, de nombreux étudiants expriment sur les réseaux sociaux leur mécontentement face à une situation qui leur paraît assez paradoxale. En effet, après avoir validé leur licence dans un contexte socio-économique qu'on reconnaîtra comme particulièrement difficile, depuis maintenant 2 années universitaires, ces étudiants se voient refuser l'accès au cycle de master. Alors, ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement les filières juridiques, la filière juridique, mais les facultés de droit sont pourtant particulièrement visées par cette pratique. En effet, le sujet de la sélection au sein des facultés de droit n'est pas nouveau et est souvent mis sur la table à chaque rentrée universitaire. Il faut dire que la fac de droit se singularise avec un taux d'échec compris entre 60 et 70% en moyenne en première année. Le passage en deuxième année de licence de droit s'avère être un Graal difficile à atteindre pour de nombreux bacheliers. Néanmoins, ce taux d'échec est régulièrement relativisé par les universitaires et les étudiants, en tout cas ceux qui réussissent. En effet, pour ce public, le taux d'échec n'est pas si important si l'on considère que la faculté de droit est devenue une fac poubelle. Alors, cette expression consacrée, en fait, désigne les filières dans lesquelles se réfugient de nombreux bacheliers, à défaut de tout projet professionnel. Ainsi, dans le taux d'échec, il faudrait déduire les abandons, les inscriptions dites clandestines en vue de profiter du statut étudiant par exemple. Donc cette vision de la filière juridique comme une filière où la sélection n'est pas si rigoureuse dans les premières années conforte alors l'idée qu'une sélection en master, donc ultérieure, est justifiée. S'il n'y a pas de sélection à l'entrée, il faut bien en faire une à la sortie ou vers la sortie. Et c'est cette situation finalement qui crée beaucoup d'embarras. Car en quoi consiste réellement cette sélection en fait en master? Alors, petit rappel des dates clés. Alors, initiée par la réforme LMD en 2004, la sélection en master a d'abord consisté en une sélection instaurée entre le niveau M1 et M2, sans doute pour apaiser les esprits. En effet, la maîtrise, qui est l'équivalent du master 1 aujourd'hui, étant requise comme condition d'accès aux examens d'entrée des centres de formation de nombreuses professions juridiques, comme les notaires, les avocats, les magistrats, les greffiers, le Master 1 restait alors, à cette époque, accessible après la réussite de l'examen de L3. Donc en d'autres termes, il suffisait d'avoir la licence avec la moyenne pour pouvoir immédiatement automatiquement passer en Master 1. De nombreux étudiants et associations de défense des étudiants ont critiqué néanmoins cette sélection entre le Master 1 et le Master 2 et n'hésitaient pas d'ailleurs à saisir le juge de l'urgence, le juge des référés, pour suspendre des décisions de refus d'inscription. Alors le Conseil d'État abonda d'ailleurs dans le sens de cette jurisprudence favorable aux étudiants refusés, puisque par un avis en date du 10 février 2016, le Haut Conseil a rappelé que conformément à l'article L612-6 du Code de l'éducation, en tout cas dans sa version en vigueur à cette époque, l'admission en deuxième cycle d'études, donc soit en master, ne pouvait faire l'objet d'une sélection basée sur les capacités d'accueil de l'établissement, le succès à un concours, une sélection sur dossier que si l'établissement en question figurait sur une liste limitative établie par décret, en précisant que cette règle était applicable tant pour les formations de Master 1 et de Master 2. Donc l'idée, c'était vraiment de rappeler que cette finalement sélection était une exception et qu'elle était valable uniquement dans certains cas, notamment pour les établissements qui figuraient donc sur cette liste limitative. Donc face à cela, les étudiants eurent un bref répit. Bref répit parce qu'en fait, dès décembre, une loi fut votée, la loi du 23 décembre 2016, qui est venue modifier les fameuses dispositions du Code de l'éducation pour venir justement restreindre drastiquement le principe d'admission automatique en deuxième cycle. Donc désormais, le nouvel article L612-6 du Code de l'éducation énonce que les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil
pour l'accès à la première année de deuxième cycle, donc la première année de master, donc master 1, l'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier d'un candidat. Donc cette réforme a été appliquée par la plupart des établissements à compter de l'année universitaire 2018-2019, il me semble, ou 2019-2020. Et bien sûr, elle a connu un très net succès auprès des étudiants. Non. Bon, je plaisante. En fait, elle a été considérée très rapidement par de nombreux étudiants et certains universitaires, qui affichaient d'ailleurs leur soutien ouvertement aux étudiants, comme étant vraiment injuste. Mais l'est-elle vraiment ? Pas au dire de tous, hein, puisqu'en effet, la fac de droit est l'une des filières qui se targue le plus d'instaurer une réelle égalité des chances de réussite parmi les étudiants, selon deux arguments majeurs souvent mis en avant. Le premier étant que les étudiants en droit sont mis sur un pied d'égalité quant à l'acquisition des connaissances, car le droit n'est pas enseigné dans le secondaire. Le deuxième argument est celui de l'absence de concours, puisqu'en effet, en fac de droit, à l'entrée comme à la sortie, il n'y a pas de concours, à la différence d'autres filières sélectives comme Sciences Po ou d'autres grandes écoles. Alors sur le premier argument, selon lequel les étudiants sont mis sur un pied d'égalité, parce qu'en fait, ils sont confrontés à une nouvelle discipline, le droit, qu'ils n'ont jamais vu dans le secondaire. Alors cet argument, on peut en débattre. Mon point de vue, c'est que c'est effectivement quelque chose qui est totalement contestable. Mais voilà, certains pourraient dire effectivement, face à l'inconnu, nous sommes tous égaux, n'est-ce pas ? Sur le deuxième argument, celui de l'absence de concours, de dire qu'effectivement en fac de droit, il n'y a pas de concours ni à l'entrée ni à la sortie. Alors en effet, surtout la fac de droit, à la différence de filières voisines comme Sciences Po, ne pratique pas de concours à l'entrée ou à la sortie. Alors il faut savoir que le concours a en effet une image assez négative parce qu'en fait, il apparaît depuis longtemps comme un instrument de sélection anti-méritocratique. En effet, le concours tel qu'il est pratiqué à l'entrée de grandes écoles françaises n'est pas un simple examen qui classe les étudiants selon un nombre de places limité. C'est en fait une réelle compétition entre les étudiants dans le but de sélectionner les meilleurs d'entre eux. Donc le concours met donc une emphase sur le seul résultat obtenu. Celui-ci ne doit pas être le simple reflet d'une acquisition de compétences, mais de l'excellence. Seuls les meilleurs, ceux qui possèdent les aptitudes maximales et non moyennes ou minimales, sont sélectionnés. A contrario, une sélection dite méritocratique ne se focalise pas uniquement sur le seul résultat. Elle prend en compte le parcours, le chemin arpenté par la personne pour obtenir un tel résultat. L'emphase est mise sur l'écart existant entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée. En ce sens, Jean Rostand énonçait « Le mérite envie le succès ». Et le succès se prend pour le mérite. Il est en effet indéniable qu'être méritant, que de dépasser des obstacles socio-économiques majeurs n'entraîne pas nécessairement le succès, l'excellence, la réussite. Elle arrive, certes, à certains, cette réussite, à des personnes méritantes. En règle générale, l'excellence est attachée à ceux qui ont des aptitudes favorables, hors normes, et nourris par un environnement favorisant qui les amène au succès. Quand on aligne sur une même ligne de départ 10 candidats, ayant tous des capacités exceptionnelles, est-on vraiment en présence de personnes réellement méritantes ? Le succès veut toujours prendre les traits du mérite, en effet, car le mérite est une valeur morale positive. Elle pose la légitimité du succès de celui qui le revendique. Donc, dans les études de droit, ce qui paraît assez paradoxal, c'est que les étudiants passent d'une année à l'autre sans qu'une telle exigence d'excellence à tout prix soit imposée pour obtenir son examen. Mais subitement, en fin de parcours, la barre de niveau est rehaussée brutalement pour justifier le rejet de la majorité des candidats en master. Alors à ce titre, cette dernière décennie,
On a vu fleurir au sein même des facultés de droit des pôles d'excellence, des écoles de droit au nombre de places limitées et dispensant aux étudiants sélectionnés des cours spécifiques pour les préparer au mieux aux filières sélectives et concours de la fonction publique, créant ainsi ce fameux environnement justement favorisant. Mais une fois de plus, ces pôles sont ouverts aux meilleurs étudiants et non nécessairement aux plus méritants. Alors certains universitaires et étudiants ont ainsi dénoncé ces pôles, créant des disparités de traitement entre les étudiants et qui favorisent justement une sorte de petit groupe déjà favorisé par des aptitudes supérieures. Donc beaucoup dénoncent ainsi aussi au sein des facultés de droit un concours qui ne dit pas son nom, une compétition dès lors instaurée entre les étudiants sous couvert d'une recherche d'excellence. Je pose la question, l'université n'était pas censée, en formant, créer de l'excellence. En sélectionnant les meilleurs, associés ainsi faussement dans la psychologie collective aux plus méritants, l'université se fixe comme objectif de former les meilleurs à l'excellence. Dorénavant, il s'agit de former mieux, mais moins, la qualité sur la quantité. En réalité, ce changement d'objectif dans la formation des étudiants remonte à plus d'une vingtaine d'années. En 1996, les représentants des États de l'espace économique européen se sont réunis et ont tenté d'initier un projet novateur pour l'enseignement supérieur des États membres, le processus de Bologne. Alors, ce processus, il a en réalité été acté en 1998 et il visait à harmoniser les systèmes d'études supérieures européens, notamment par la mise en place d'une seule et même nomenclature de diplômes, la fameuse nomenclature licence, master, doctorat, bachelor, master, PhD, selon une même unité de temps, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Donc le processus de Bologne, il est aussi à l'origine du fameux système de valorisation des diplômes par des crédits ECTS, une année équivalent à 60 crédits. Donc l'idée est vraiment positive, c'est vraiment de permettre une plus grande mobilité, tant des universitaires et des étudiants, donc une mobilité du savoir, de la connaissance, des outils de savoir pour améliorer les travaux, la qualité des travaux, la qualité des études, et de contribuer ainsi à une meilleure qualité du système éducatif par un échange de connaissances transfrontalier. Donc cette mobilité ne concerne pas uniquement les universités. Le processus de Bologne concerne également les formations privées, donc les écoles privées, et autorise plus grandement les établissements privés à dispenser des cours en délivrant des diplômes LMD. Donc à l'instar d'autres pays européens, la France va alors aussi développer ce marché des écoles privées, offrant aussi l'accès aux mêmes diplômes autrefois réservés au monopole universitaire. Alors ainsi, en 2004, donc avec l'entrée en vigueur de la réforme LMD, certains universitaires félicitaient cette réforme, cette ouverture qui caractérisait une ouverture du monde universitaire. Et ces universitaires se disaient aussi favorables qu'il y ait des entreprises privées, des écoles privées qui soient intégrées finalement dans le développement de la formation des étudiants, dans le développement de l'enseignement supérieur tout court. Néanmoins, d'autres vont vite dénoncer une sorte de, entre guillemets, marchandisation de l'enseignement supérieur avec l'entrée d'acteurs guidés par une logique de, entre guillemets, profit. Donc, au-delà de cette polarisation des opinions, puisqu'il ne s'agit pas de faire de la politique, certains dénoncent également la marchandisation même des étudiants, puisqu'en effet, en utilisant des subterfuges pour attirer les meilleurs étudiants, en retour, les établissements supérieurs reçoivent une image d'excellence et s'attirent encore et toujours la possibilité d'attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs universitaires. Alors, en conclusion, on peut dire effectivement que cette sélection en master apparaît vraiment comme injuste, parce qu'elle vise uniquement à retenir finalement les meilleurs pour les former. Et sincèrement, est-ce qu'on peut vraiment dire que quand on prend les meilleurs, on vise vraiment à les former? Est-ce que vraiment le travail de l'enseignant
est le même quand il doit former les meilleurs que lorsqu'il doit former quelqu'un qui a des aptitudes, on va dire, minimales. Hein, parce que généralement, l'étudiant modèle est travailleur, il a réponse à tout, il n'a pas ou très peu de difficultés de compréhension, donc peut-on vraiment se targuer d'être pour quoi que ce soit dans la réussite d'un étudiant à 2 ans de la fin de ses études. Donc oui, la sélection en master est injuste, car elle met sur le carreau des milliers d'étudiants qui ont joué selon les règles fixées, qui ont développé une passion pour le droit, qui ont fondé leur projet professionnel sur leurs études, et qu'à l'inverse, de nombreuses filières, eh bien, cette sélection, elle intervient en fin de cursus. Elle se présente également comme un barrage, vraiment, hein, un vrai barrage irrévocable à des professions juridiques qui nécessitent l'acquisition, enfin l'obtention d'un Master 1, donc comme les professions de magistrat, d'avocat, de greffier, qui nécessitent à tout prix, justement, de passer ce diplôme. Donc à l'heure actuelle, au niveau des solutions, on nous dit que voilà, il y a des choses qui sont en cours, que la ministre de l'Enseignement supérieur s'est engagée à rehausser les capacités d'accueil pour faire face à cette pénurie de places et à l'afflux de nouveaux licenciés. On nous dit également, alors moi j'entends souvent des conseils que je trouve effectivement louables de dire aux étudiants de continuer effectivement à manifester, à s'opposer à cette réforme. C'est aussi très louable. Et puis d'autres qui disent, voilà, il faut trouver des solutions pragmatiques, donc en attendant d'obtenir le master, il faut faire des stages, il faut se spécialiser. Moi j'entends cette solution, et je la trouve très bien, de dire aux étudiants qu'il faut voyager, qu'il faut faire des stages. En attendant, ça valorise effectivement son CV. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'avec cette sélection, si elle est stabilisée et maintenue dans les années prochaines, elle risque clairement de dévaloriser le diplôme de licence. Parce qu'on peut avoir effectivement des étudiants qui vont obtenir une licence et qui vont faire des stages, plein de stages, et qui vont vraiment acquérir des compétences pratiques très importantes, qui va les qualifier clairement par la pratique au niveau de juriste, mais à l'heure actuelle, sur le marché du travail, lorsque vous n'avez pas un master, vous n'êtes pas considéré comme étant un juriste. Vous pouvez aller regarder des offres d'emploi, vous ne verrez pas cette qualification associée à juriste lorsque vous avez un bac plus 3. Donc ce qui est inquiétant, c'est de voir effectivement des étudiants qui vont présenter les compétences nécessaires et qui auront développé par des stages les compétences nécessaires pour occuper des fonctions de juriste, mais qui ne se verront pas reconnaître justement ce grade. Et on sait très bien que le niveau de diplôme est associé à un niveau de rémunération. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, il est vraiment important non seulement de dénoncer cette injustice vis-à-vis de cette sélection, et de continuer effectivement à revendiquer l'accès direct en Master 1, notamment lorsqu'on sait qu'il y a énormément de professions juridiques qui sont ouvertes uniquement après l'obtention d'un Master 1. Donc voilà, je souhaite vraiment beaucoup de courage à tous les étudiants qui sont dans cette situation et j'espère sincèrement qu'ils trouveront des solutions qui leur permettront soit de rentrer en master cette année, sous couvert de la promesse de la ministre de l'Enseignement supérieur, ou alors qu'ils pourront effectivement trouver des solutions dans l'attente de la remise en cause de cette sélection. Voilà.